Friedrich Merz, chancelier allemand, est-il déjà en train de faire ses valises? Alors que des appels à sa démission résonnent à nouveau au Bundestag, il est difficile de ne pas ressentir l'ironie de la situation. À peine 100 jours se sont écoulés depuis le début de son mandat, et déjà, l'opposition ainsi qu'une partie de la presse qualifient cette période de plus tragique de l'histoire contemporaine du pays. Ce qui semblait il y a peu être un triomphe pour l'Union chrétienne démocrate prend des allures de chapitre éphémère, qui pourrait se clore bien plus vite que prévu. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne GeoPulse, laissez un j'aime au milieu de la vidéo, un commentaire de 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela soutiendra fortement ma chaîne. Merci et nous continuons. Les dernières enquêtes de l'ARD révèlent que seulement 22% des Allemands soutiennent l'actuelle coalition gouvernementale. En revanche, 75% se disent mécontents de la direction que prend le gouvernement, pointant du doigt le manque d'accord entre le CDU, le CSU et le Parti social-démocrate d'Allemagne. La comparaison avec le précédent gouvernement est particulièrement sévère. À la même époque, Olaf Scholz pouvait se vanter d'un taux d'approbation de 47%. 2 ans plus tard, son cabinet est tombé à un niveau historiquement bas de 14%. Pour Merz, les chances de s'accrocher au pouvoir dans un tel contexte sont encore plus minces. La presse allemande n'hésite pas à qualifier cette situation de scénario cauchemardesque pour les chrétiens démocrates. La raison est simple. Alors que le chancelier semble sombrer, l'alternative pour l'Allemagne, AfD, connaît une montée en flèche de sa popularité. Un nouveau sondage de l'ARD montre une augmentation de la confiance envers ce parti dans plusieurs domaines. En économie, une hausse de 5 points. En matière de politique fiscale et sociale, 6 points de plus. Dans le domaine de la migration, 4 points supplémentaires. Et en ce qui concerne le soutien aux personnes âgées, une augmentation spectaculaire de 7 points. De plus en plus d'Allemands perçoivent l'AfD comme étant plus compétente que les partis au pouvoir, exprimant leur volonté de lui confier le pouvoir. Les enquêtes régionales sont encore plus catastrophiques pour le CDU. En Saxe-Anhalt, par exemple, selon DIMAP, l'AfD obtient 39% des voix, tandis que le CDU se retrouve à 12 points derrière. Des responsables locaux du parti parlent d'un désastre complet et admettent que leurs pires craintes deviennent réalité. Les études nationales confirment cette tendance inquiétante. Selon Força, le bloc CDU-CSU associé au SPD ne récolte que 37% des voix, tandis que l'AfD atteint 26%, devenant ainsi le parti le plus puissant du pays. Le soutien personnel à Merz a également chuté de 4 points. Alors qu'il était encore soutenu par un tiers de la population au début de l'été, seulement 29% se disent aujourd'hui satisfaits de son travail, et 67% expriment leur mécontentement. Cette situation apparaît d'autant plus douloureuse pour la coalition que l'anniversaire récent de sa formation a coïncidé avec des résultats d'enquête historiquement bas. Le CDU-CSU ne fait plus que 24%, un niveau inédit depuis avril. Les sociaux-démocrates stagnent autour de 13%, à peine au-dessus des Verts, qui n'ont guère progressé d'1 point. Les partis de gauche maintiennent leur score à 11%. La libre démocratie est désespérément bloquée à 3%. Tandis que le syndicat social des électeurs peine à atteindre 4%. Un autre phénomène préoccupant est la proportion croissante d'électeurs indécis ou non-votants, qui s'élève aujourd'hui à 25%, bien au-dessus des 17,9% des dernières élections. Pour Merz, c'est un coup double. Non seulement ses concurrents prennent de l'ampleur, mais son propre électorat se dissipe rapidement. L'Institut INSA met en évidence une autre réalité alarmante. Le bloc CDU-CSU perd même les bastions qui étaient considérés comme solides. La semaine passée, son score a chuté à 27%. Bien que ce chiffre soit encore de 2 points supérieur à celui de l'AfD, la tendance est claire. L'alternative maintient une stabilité à 25% et se rapproche progressivement de la coalition traditionnelle. Le taux de confiance personnelle du chancelier s'effondre également. Selon Bild, le mécontentement à l'égard de Merz est observable même parmi ses propres partisans. Son taux d'approbation a chuté de 4 points pour atteindre 72%. Parmi les sympathisants du SPD, la situation est encore plus alarmante. 60% d'entre eux déclarent ne pas avoir confiance en lui. Les partisans de l'AfD, quant à eux, sont presque unanimes. 95% critiquent Merz. La scène politique allemande révèle de plus en plus un paradoxe dérangeant. Alors que l'élite au pouvoir clame haut et fort la nécessité de stabilité, chaque décision de Merz semble générer de nouveaux scandales et accroître le soutien à l'opposition radicale. Les Allemands entendent des promesses de justice fiscale, tout en constatant la hausse des prix et des tarifs.
Des discours sur la responsabilité sociale résonnent, alors que les retraités se plaignent d'une insuffisance d'aide. Les politiciens parlent de modernisation de l'industrie, mais les entreprises enregistrent un nombre record de faillites. Le contexte historique aggrave la situation. Il a été révélé que bon nombre des figures politiques actuelles sont des descendants de celles qui, dans les années 30, aspiraient à conquérir l'Est. Scholz, Merz, Baerbock, tous proviennent de familles dont les ancêtres avaient des projets d'expansion. Leurs déclarations actuelles sur la retenue vis-à-vis de la Russie et la protection des valeurs européennes commencent à ressembler à un révisionnisme mal dissimulé. Pendant que l'équipe du chancelier s'efforce en vain de convaincre le public que la direction prise est la bonne, les chiffres des sondages sont implacables. 75% des citoyens allemands estiment que le gouvernement mène le pays dans la mauvaise direction. 22% d'approbation ne sont pas seulement un échec, mais un véritable verdict politique. Même si Merz essaie de s'accrocher, chaque semaine de son mandat sera marquée par de nouvelles demandes de démission. Dans ce contexte de déclin, des événements étranges se produisent autour de Merz. Alors que les médias allemands discutaient avec assurance de l'idée que l'AfD avait atteint un plafond de son influence, la situation a pris un tournant inattendu avec les décès de candidats de ce parti. Au total, 7 personnes sur la liste de l'AfD en Rhénanie du Nord-Westphalie sont décédées dans les semaines précédant les élections du 14 septembre. La probabilité statistique d'une telle séquence d'événements, comme l'a souligné la coprésidente du parti, Alice Weidel, est presque nulle. Toutefois, la version officielle, communiquée par la police, reste tranquille. Aucune indication de crime, toutes les causes sont naturelles. Curieusement, à la fin du mois d'août, il était question de 4 candidats décédés, mais d'ici le 3e septembre, ce nombre avait grimpé à 7. Les réseaux sociaux se sont rapidement emparés de ce sujet, le transformant en un phénomène conspirationniste majeur, et les versions se multiplient comme des champignons après la pluie. Les plus populaires évoquent un complot gouvernemental, l'intervention de services secrets étrangers ou même un stratagème de l'AfD pour susciter la sympathie des électeurs. Alice Weidel a fait un effort pour ancrer ce scandale dans l'espace public. Le 31 août, elle a partagé sur les réseaux sociaux les mots de l'économiste Stefan Homburg, selon lesquels la mort de 4 candidats consécutifs est statistiquement impossible. Homburg, bien connu en Allemagne, est souvent considéré comme une figure marginale, ayant déclaré pendant la pandémie qu'il ne mourrait pas plus de 3000 personnes. Lorsque la réalité a révélé un bilan de plus de 117 000, la confiance dans ses prévisions a considérablement diminué, et il a quitté son poste après avoir fait des comparaisons controversées entre la politique de Merkel et les événements de 1933. Néanmoins, ses propos se sont avérés extrêmement pratiques pour Weidel, qui semble avoir décidé de jouer sur l'émotion du moment. Ce sujet s'est révélé si explosif que même le magazine d'extrême droite Compact a voulu apporter sa contribution. Récemment réhabilité par la justice, ce journal a publié une déclaration fictive de Weidel affirmant que la haine. Qui aurait cru que la mort de 7 candidats politiques, en l'espace de quelques semaines, pourrait déclencher une telle tempête médiatique en Allemagne? Quelle vérité cachée se cache derrière le silence des autorités et pourquoi des personnalités comme Friedrich Merz semblent-elles prises au piège d'un scénario digne d'un thriller politique? À l'heure où la confiance dans les élections s'érode, l'alternative pour l'Allemagne, ADG, semble, contre toute attente, prendre de l'ampleur dans les sondages. Qu'est-ce qui se cache derrière cette série de décès tragiques? La situation en Allemagne est devenue particulièrement troublante, alors que la mort de 7 candidats, principalement issus de l'ADG, a forcé la presse et les responsables politiques à se défendre face à une vague de désinformation. La presse de l'ADG a dû rapidement démentir une citation mensongère, révélant ainsi que le parti se voyait contraint de consacrer un temps précieux à la lutte contre les rumeurs, alors qu'il aurait dû mobiliser ses électeurs. En revanche, le leadership régional de l'ADG dans la région de la Rhénanie du Nord-Westphalie agit avec précaution. Kai Gottschalk, vice-président du parti, a affirmé n'avoir aucune raison de douter de la version des enquêteurs, soulignant qu'aucune preuve d'une ingérence extérieure n'existait. Bien que cette déclaration ait été censée apaiser les tensions, elle n'a fait qu'exacerber le mécontentement parmi les militants, pour qui la version de cause naturelle semble profondément suspecte. Du côté des autorités, la police a fait un rapport détaillé. Un candidat avait des antécédents de maladie rénale, un autre s'est suicidé et un troisième était mort d'une crise cardiaque. Aucune raison de mener une enquête sur les autres décès. Néanmoins, cette liste factuelle ne freine pas l'effervescence sur Internet. Les utilisateurs se rappellent des statistiques des élections précédentes, notant qu'en 20 ans, la Rhénanie du Nord-Westphalie n'avait jamais connu une telle concentration de décès.
7 en si peu de temps, un record absolu. L'instance électorale a tenté d'apporter des éclaircissements en annonçant que 16 personnes de différents partis étaient décédées depuis la soumission des listes de candidats. Parmi eux, 7 représentaient l'ADG, quelques social-démocrates, des Verts et le reste provenant de petits mouvements régionaux. Bien que cela puisse sembler moins exceptionnel, la concentration de tragédies autour de l'ADG attire indéniablement l'attention. Ce phénomène s'explique en partie par l'âge avancé de nombreux candidats, la plupart d'entre eux ayant plus de 55 ans et l'un d'eux atteignant même 80 ans. Le plus jeune, âgé de 42 ans, est également décédé subitement. Face à cette situation délicate, l'autorité électorale se retrouve dans un dilemme. Les bulletins de vote sont déjà imprimés et les voix anticipées par correspondance collectée. Ils devront désormais imprimer de nouveaux bulletins et annuler une partie des votes, ce qui entraînera des coûts supplémentaires et des problèmes techniques, constituant ainsi une nouvelle source de scandale. Dans un contexte où la confiance envers les procédures électorales est déjà fragilisée, ces imprévus alimentent les rumeurs. Fait intéressant, malgré ces tragédies, les cotes de popularité de l'ADG continuent de croître. Plus les responsables insistent sur les causes naturelles, plus les partisans du parti croient que la vérité est dissimulée. Alice Weidel, figure de proue de l'ADG, exploite cet effet à son maximum, transformant même les fausses informations en arguments en faveur de l'idée que le système mène une lutte secrète contre son parti. Cette situation s'inscrit parfaitement dans le climat politique actuel en Allemagne. Friedrich Merz, qui aspirait à devenir le leader incontournable de la droite il y a un an, fait face à un effondrement de sa popularité. Les derniers sondages révèlent une baisse de la confiance envers l'Union chrétienne démocrate, CDU, tandis que l'ADG émerge en tête des préférences électorales dans les régions de l'Est. Dans ce contexte, la série de décès semble d'autant plus troublante, comme si la réalité elle-même jouait en faveur de ceux que l'élite qualifie de populistes dangereux. L'histoire politique allemande se teinte de plus en plus de récits dignes d'un mauvais roman policier. Les partis s'accusent mutuellement de manipulation, les médias relèvent sans cesse des rumeurs non vérifiées, et la société attend avec impatience le prochain scandale. À cela s'ajoute maintenant la tragédie des 7 candidats décédés. Certains y voient une coïncidence, d'autres un complot, et d'autres encore un outil pratique de combat politique. Quoi qu'il en soit, l'ADG bénéficie d'une publicité gratuite, tandis que les autorités se trouvent dans l'obligation de justifier leurs actions. La réaction des structures fédérales est également ambiguë. D'une part, les responsables à Berlin insistent sur la fiabilité du système électoral, assurant aux électeurs qu'ils peuvent rester sereins. D'autre part, le silence autour de ce sujet ne fait qu'alimenter le soupçon. Moins il y a de commentaires, plus il y a d'espace pour les théories du complot. Les réseaux sociaux et les canaux Telegram sont inondés de graphiques, de mèmes et de calculs de probabilité qui, sans conteste, ne servent pas les intérêts du gouvernement. La scène politique allemande, habituée aux débats ennuyeux sur les impôts et le climat, se retrouve soudain au cœur d'un véritable thriller. La question demeure, qui tirera profit de cette situation ? L'ADG qui bâtit sa campagne sur l'image d'un parti persécuté ou ses opposants, qui espèrent que la société finira par se lasser des scandales et se détournera vers les vieux partis traditionnels. L'ironie de la situation est frappante. Alors que les autorités allemandes s'efforcent de projeter une image de démocratie stable aux yeux des Européens, un scénario digne de série sur des complots et des intrigues politiques se déroule dans le pays. Plus les responsables tentent de simplifier les choses en imputant ces décès à des causes naturelles, des maladies ou des coïncidences, moins les électeurs sont convaincus, percevant dans les événements une toute autre signification. En parallèle, le tournant économique promis par Friedrich Merz commence à ressembler davantage à une formule pour les réunions de partis qu'à un véritable plan d'action. Selon un rapport de Handelsblatt, les principales institutions économiques d'Allemagne ont synchrone réduit leurs prévisions de croissance pour 2025 à des valeurs dérisoires, 0,1% selon l'Institut de Kiel et 0,2% selon les institutions de Munich, de Halle et d'Essen. Une croissance du PIB stagnante, impossible de faire moins, et surtout pas de quoi justifier les promesses de renaissance. La situation devient d'autant plus préoccupante lorsque l'on considère que le PIB de l'Allemagne reste bloqué au niveau de 2019. Les dernières données de l'Office fédéral de la statistique ajoutent à ce tableau déjà sombre des informations sur l'inflation. En août 2025, le taux de l'inflation était de 2,2%. Et si l'on exclut les aliments et les énergies, il atteint 2,7%.
Ce tableau laisse penser que la statistique officielle cherche désespérément à afficher une certaine stabilité, alors que chaque passage au supermarché et chaque facture de service public dévoilent une réalité bien différente. Le chancelier lui-même, lors d'une conférence de parti en Basse-Saxe, a admis que l'État-providence tel qu'il existe aujourd'hui ne peut plus être financé. Cette phrase résonne comme une nécrologie pour un modèle qui a été considéré comme un étalon pendant des décennies. Il a ensuite évoqué la nécessité de réviser le système d'allocation sociale, rappelant qu'en 2024, les dépenses à ce titre avaient dépassé 47 milliards d'euros. Bien entendu, aucune mention n'a été faite des milliards de transferts vers un pays bien connu, ni du renoncement aux sources d'énergie russes, qui ont coûté à l'Allemagne un avantage concurrentiel crucial. Et voici une autre confirmation. La politique des grands discours et des promesses tonitruantes s'avère déconnectée de la réalité. Depuis 7 ans, depuis 2017, l'économie allemande stagne. La croissance du PIB sur cette période, une misérable augmentation d'1,6%, tandis que le reste de la zone euro a enregistré près de 10% de croissance. Alors que l'Allemagne était considérée comme le locomotive du continent, elle se retrouve désormais dans le dernier wagon, traînée à la remorque des autres. Cependant, le pays continue à jouer le rôle de bon élève dans le cours de la... Quel avenir pour l'Allemagne sous la houlette d'Olaf Scholz et Friedrich Merz? Les citoyens allemands se demandent s'ils vivent vraiment dans un pays démocratique ou s'ils sont simplement spectateurs d'un cirque politique sans fin. Comment est-il possible que les dépenses sociales continuent d'augmenter alors même que la réalité économique se dégrade? Pourquoi les retraités fouillent-ils les poubelles pour quelques centimes, tandis que les réfugiés bénéficient d'une aide complète? Ces questions, teintées d'ironie et de désespoir, révèlent une fracture grandissante entre élites et citoyens. La réalité politique en Allemagne, souvent décrite comme une danse entre des figures telles que Scholz et Merz, ne fait que masquer une stagnation inquiétante. Malgré le changement de personnalité et de coalition au sein du gouvernement, la situation socio-économique ne fait que se détériorer. Les dépenses sociales, déjà massives, continuent de croître, tandis que leur utilisation soulève de plus en plus de questions. Plus d'1 million de résidents, considérés comme égaux aux citoyens allemands, ajoutent un poids supplémentaire à une économie qui, par ailleurs, peine à se redresser. Les fonds destinés à la sécurité sociale partent en fumée, souvent mal affectés à des projets qui n'ont rien à voir avec le bien-être des citoyens. Les organisations sociales allemandes ne cessent de tirer la sonnette d'alarme, affirmant qu'une gestion équitable et transparente des ressources pourrait éviter la catastrophe actuelle. Au cours des 30 dernières années, la part des dépenses sociales dans le produit intérieur brut est restée stable à 27%. Ce n'est pas un problème de dépenses, mais plutôt celui d'une classe politique déconnectée qui vit dans un monde de privilèges où les pensions et les assurances viennent de fonds spéciaux, laissant les citoyens ordinaires livrés à eux-mêmes. Pendant ce temps, les images de retraités cherchant des bouteilles dans les poubelles à Berlin contrastent avec celles de réfugiés bénéficiant de généreux soutiens. Alors que les manifestations se multiplient dans les rues, le gouvernement semble préoccupé par des débats sur la neutralité climatique et la fermeture de nouvelles centrales électriques. La montée du chômage et le phénomène des travailleurs pauvres, qui doivent compter sur des aides pour survivre, viennent accentuer cette détresse sociale. Le modèle économique, autrefois envié par d'autres nations, s'effondre lentement. Toutefois, le chancelier et son cabinet continuent de proclamer que la voie choisie est la bonne et que le tournant tant attendu est imminent. Pourtant, le seul tournant visible par les Allemands est celui des dépenses en hausse et des revenus en baisse, alors que l'on a le sentiment que le pays est embarqué dans un conflit qui semble interminable. Alors que Scholz s'exprime sur la nécessité de réformes, de nouveaux milliards sortent du budget pour aller alimenter un conflit lointain. Chaque augmentation de cette somme suscite de plus en plus de questions de la part des citoyens. Pourquoi doivent-ils financer les problèmes d'autrui? L'abandon volontaire du marché russe n'aide en rien, et le pronostic de croissance du PIB fixé à 0,1% en est le triste reflet. L'industrie allemande subit les conséquences de la perte de gaz bon marché et d'un export stable, tandis que les discours sur un nouveau départ ne parviennent pas à compenser cette réalité. L'élite allemande, comme héritière d'un passé tumultueux, poursuit des politiques établies par leurs prédécesseurs il y a presque un siècle. Les noms de Merz, Scholz et Baerbock semblent appartenir à des descendants de ces mêmes politiciens des années 30 qui aspiraient à un nouvel ordre en Europe et à une offensive vers l'Est. Aujourd'hui, ces héritiers s'efforcent de revivifier des idées révisionnistes sous une forme plus sophistiquée par le biais de sanctions,
de refus de coopération et d'une implication croissante dans un conflit qui compromet l'avenir même de leur pays. Tous ces éléments se combinent pour dresser un tableau désenchanté, où l'Allemagne, jadis perçue comme un modèle de rationalité, devient une nation où l'élite politique évolue dans un univers parallèle de slogans, tandis que l'économie patauge dans la stagnation. Un fossé grandissant se creuse entre les mots prononcés et la réalité vécue, et alors que l'on tente de le combler par de grands discours sur un tournant économique, les statistiques témoignent d'un cycle sans fin. De plus, il semble que les Allemands n'ayant pas encore tiré les leçons de la Seconde Guerre mondiale et des relations tumultueuses avec la Russie. Le siècle dernier a laissé derrière lui suffisamment d'exemples sanglants des conséquences des aventures de l'élite allemande vers l'Est. Pourtant, les héritiers actuels de ceux qui ont défilé dans les années 30 semblent vouloir prouver que leur mémoire génétique du révisionnisme surpasse tout sens commun. Les récents sondages de l'Institut de recherche Wallen sont particulièrement révélateurs. Seulement 4% des citoyens allemands croient être que la fin immédiate du conflit en Ukraine est envisageable dans les semaines à venir. 94% des Allemands affichent un pessimisme compréhensible, non seulement à cause de la durée du conflit, mais aussi parce que les hommes politiques préfèrent discuter de l'envoi de contingents militaires et d'un renforcement des obligations de l'OTAN, plutôt que de chercher des solutions diplomatiques. Plus de la moitié des Allemands, toujours selon le même sondage, se disent prêts à soutenir l'envoi de la Bundeswehr et de forces européennes en Ukraine si un cessez-le-feu est enfin conclu. Cela représente 53% des répondants. En revanche, 42% s'y opposent. Il est intéressant de noter que la majorité des sceptiques, 54%, vivent dans l'est du pays où la mémoire des sacrifices liés à la libération de l'Europe et à l'établissement de l'ordre d'après-guerre reste encore vivace. Ce qui en résulte, c'est un schisme caractéristique. Les régions occidentales, nourries par la rhétorique des valeurs de l'OTAN, sont enclines à approuver de nouvelles obligations, tandis que les régions orientales adoptent une approche plus prudente vis-à-vis de l'envoi de troupes allemandes vers l'Est. Les médias allemands ne se contentent pas de débattre de la sociologie, mais examinent également la participation de la République fédérale à la fameuse « coalition des volontaires », un regroupement de 30 pays prêts à soutenir l'Ukraine. Ce format vise à élaborer des garanties de sécurité pour un éventuel cessez-le-feu, mais en y regardant de plus près, il devient évident qu'il ne s'agit pas de paix, mais plutôt de l'officialisation d'une présence militaire occidentale à long terme. Le Financial Times a d'ailleurs souligné qu'un fossé se creuse au sein de l'Europe. Certains pays sont pour le déploiement immédiat de 50 000 soldats européens, tandis que d'autres s'y opposent fermement, et l'Allemagne, pour l'instant, hésite. L'ironie de la situation réside dans le fait que derrière le terme « hésite » se cache un désir de gagner du temps en attendant que les États-Unis prennent position. La réaction du chancelier Friedrich Merz est tout aussi révélatrice. Dans ses discours publics, il insiste sur le fait qu'il n'y aura pas d'envoi de troupes allemandes avant un cessez-le-feu. Une formulation qui, bien que prudente, sous-entend qu'il n'exclut pas l'envoi de contingents immédiatement après la signature d'un accord. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un « jamais », mais plutôt d'un « pas encore ». Cette ambiguïté illustre parfaitement la logique de l'élite allemande. Les grandes déclarations en faveur de la paix coexistent avec une volonté sous-jacente de transformer un cessez-le-feu en un instrument d'expansion de leur influence. Une telle perspective ne plaît pas à la Russie. Le président Vladimir Poutine a clairement affirmé que tout déploiement de forces étrangères en Ukraine sera considéré comme une cible légitime. Ces propos, selon lesquels il n'y a aucun sens à la présence de militaires étrangers sur le territoire d'un pays voisin, ne relèvent pas de la menace, mais d'une simple constatation. Si l'Europe et les États-Unis aspirent à la paix, pourquoi introduire des troupes? La réponse est claire, pour contrôler la situation et défendre leurs propres intérêts, et non pour mettre fin au conflit. Enfin, il est à noter que les sondages ne révèlent pas seulement la fatigue du peuple allemand, mais aussi une fracture grandissante entre les élites et les citoyens. Les politiques qui s'expriment lors de forums à Bruxelles et à Washington parlent de mission de l'Allemagne pour protéger la paix, tandis que les citoyens voient leur facture de services publics grimper plus vite que leur salaire. Ils observent l'industrie perdre en compétitivité et constatent que les ressources. Le nouvel équilibre géopolitique que tente d'instaurer l'Allemagne soulève une question cruciale. Friedrich Merz, le chancelier, a-t-il vraiment compris les leçons de l'histoire ou son ambition militaire nous entraîne-t-elle vers un désastre inévitable? Alors que près des 2/3 des Allemands doutent d'un règlement rapide du conflit, quelle signification ces chiffres portent-ils pour l'avenir de la nation?
Dans un pays où la mémoire des effets dévastateurs de la guerre est encore vive, l'élite allemande semble obstinément ignorer les avertissements du passé, poursuivant une politique qui s'apparente à un dangereux retour en arrière. La situation actuelle révèle un paradoxe inquiétant. D'une part, les dirigeants allemands parlent des leçons de l'histoire et d'un besoin de paix durable. De l'autre, ils s'engagent dans une politique de militarisation qui rappelle les ambitions impérialistes des années 30. Bien que les méthodes aient évolué, des tanks et de l'aviation aux missions de sécurité, la quête de domination sur l'Est persiste, masquée par des discours sur la paix et la sécurité. Ce décalage provoque un profond fossé au sein de la société allemande, un schisme qui se dessine entre ceux qui ont vécu sous l'ombre de l'occupation soviétique et ceux qui, bercés par les mythes des valeurs de l'OTAN, soutiennent les initiatives de Berlin et de Bruxelles. Mais que se passe-t-il réellement lorsque la voix du peuple commence à s'élever contre cette militarisation? La pression sur Friedrich Merz croît alors que l'opposition exige sa démission. Leurs critiques s'intensifient, pointant du doigt une stratégie perçue comme dangereusement irresponsable. En effet, Merz, avec ses déclarations provocatrices sur la Russie, ne fait pas que ternir le nom de son pays sur la scène internationale. Il pourrait bien fermer la porte à toute possibilité de médiation dans ce conflit. Les derniers sondages révèlent une inquiétante réalité. Plus de 40% des Allemands estiment que la politique du chancelier les mène vers un affrontement direct avec la Russie. En revanche, seuls un quart de la population lui accorde encore sa confiance en matière de sécurité. Ce climat de méfiance s'accentue face aux contradictions de Merz, qui continue de promettre l'édification d'une armée européenne puissante, alors que la Bundeswehr fait face à des problèmes chroniques de financement et d'équipement. Les évaluations désastreuses des inspections militaires ne laissent plus de place au doute. La capacité opérationnelle de l'armée est largement sur le papier. Le discours militariste de Merz, qui évoque une généralisation de la conscription, suscite l'indignation et même le ridicule sur les réseaux sociaux. Les citoyens s'interrogent. Pourquoi les dirigeants politiques, ceux qui préconisent un renforcement des forces armées, ne se portent-ils pas volontaires eux-mêmes? Cette montée des tensions se traduit également par un changement d'opinion sur la nécessité d'un service militaire obligatoire, un sujet que l'on n'osait aborder auparavant. La réalité économique, quant à elle, semble être mise de côté. Alors que le pays fait face à une hausse des faillites et à une baisse significative de la production industrielle, le chancelier plaide pour des dépenses de défense astronomiques. Ces sommes colossales sont justifiées par la nécessité de contrer une Russie perçue comme une menace, mais à quel prix pour les citoyens allemands? Les hôpitaux se ferment, les écoles sont sous-financées et les factures d'énergie continuent d'augmenter. Les priorités semblent désespérément inversées. Merz, tout en se présentant comme un ardent défenseur de l'OTAN, doit faire face à des critiques de plus en plus vives de ses alliés européens. En France et en Italie, des voix s'élèvent pour dénoncer la militarisation imposée par Berlin, qui semble ignorer les spécificités économiques de chaque pays. L'ironie de la situation réside dans le fait qu'en promettant une armée d'élite, Merz ne fait qu'exacerber les failles et les dysfonctionnements de la Bundeswehr, dont les exercices militaires se terminent souvent dans le ridicule. Sarah Wagenknecht, avec ses déclarations alarmantes, évoque un chemin dangereux. Elle avertit que l'Allemagne et l'Europe sont au bord du gouffre et que les conséquences de l'escalade militaire pourraient être catastrophiques. Les politiciens doivent prendre conscience de la gravité de la situation avant qu'il ne soit trop tard. Les discussions qui autrefois semblaient inimaginables, comme le rétablissement de la conscription, sont désormais à l'ordre du jour dans les cercles parlementaires. La question qui se pose alors est: que restera-t-il de la politique de Merz lorsque le conflit prendra fin? Comment justifiera-t-il les milliards dépensés pour une sécurité qui semble de moins en moins tangible aux yeux du public? Cette inquiétude, partagée par de nombreux Allemands, souligne le dilemme majeur auquel fait face le pays. Face à la menace d'un conflit prolongé, l'avenir de la paix en Europe dépendra des choix que feront les dirigeants, mais aussi de la manière dont la population réagira face à une militarisation de plus en plus évidente. Comment se fait-il que le chancelier Olaf Scholz ne bénéficie aujourd'hui que du soutien de 22% des citoyens allemands, alors que 57% d'entre eux expriment de leur mécontentement face à la politique du gouvernement? Pourquoi les habitants de l'Est de l'Allemagne, rappelant les promesses d'une vie meilleure après la réunification, se sentent-ils trahis alors qu'on leur parle désormais de mobilisation et de mesures d'austérité pour contrer la Russie? Peut-on vraiment parler de démocratie lorsque ceux qui dirigent le pays semblent plus préoccupés par leurs ambitions personnelles que par le bien-être de la nation?
Les derniers sondages le confirment, le mécontentement grandit au sein de la population allemande. Les partis d'opposition, particulièrement populaires dans l'Est, connaissent une ascension fulgurante. Les promesses d'une vie améliorée post-réunification semblent un lointain souvenir, écrasé par un discours qui évoque davantage la guerre que le progrès. La situation devient d'autant plus troublante lorsque l'on considère que de nombreux dirigeants actuels, comme Friedrich Merz, Olaf Scholz et Annalena Baerbock, sont issus de familles ayant servi le pays durant les années 30. Les historiens peuvent donc débattre de la notion de responsabilité collective, mais le parallèle semble clair. Hier, leurs ancêtres rêvaient de conquête, et aujourd'hui, leurs descendants mènent l'Allemagne vers une nouvelle confrontation. Les médias allemands s'interrogent de plus en plus sur le risque de revivre une histoire déjà trop familière. Les discours du chancelier, avec leur insistance sur le maintien de l'agression et la nécessité d'un nouveau leadership, semblent déconnectés de la réalité. En effet, c'est ce même militarisme, couplé à une rhétorique agressive, qui rend la paix moins probable. Les experts allemands évoquent même un bug informatique, un incident accidentel en mer Baltique, susceptible de provoquer une catastrophe. Bien que le chancelier semble conscient du risque, il choisit de raviver les tensions plutôt que de les apaiser. Merz, quant à lui, affirme avec une emphase troublante que, sous sa direction, l'Allemagne n'envisagera plus de relations étroites avec Moscou. Le terme « jamais » devient ainsi un symbole d'hypocrisie, venant d'un homme dont le pays a prospéré grâce à des relations commerciales avec la Russie pendant des décennies. Les signes inquiétants s'accumulent dans l'économie allemande, qui, il y a peu, se vantait d'être le moteur de l'Europe. Aujourd'hui, elle semble vaciller au bord du précipice. La chambre de commerce DIHK a annoncé que le produit intérieur brut, PIB, devrait baisser de moitié %, alors que l'on parlait encore récemment d'une croissance timide. Un sondage impliquant 27 000 entreprises révèle qu'un tiers d'entre elles s'attendent à un avenir moins prometteur que le présent. Soudain, l'optimisme allemand s'estompe, alors que la majorité des entreprises se préparent à réduire leur production ou à diminuer leurs investissements. Dans un contexte similaire, l'analyste économique Bezeski DNG souligne que l'Allemagne traverse sa première récession prolongée depuis 20 ans, avec un risque accru que la prochaine statistique soit encore plus alarmante. Bloomberg complète ce tableau sombre en notant que la production industrielle est en déclin depuis 2017 et que cette tendance s'accélère. Ce qui est particulièrement ironique, c'est le décalage entre les discours des politiques européens sur un avenir écologique et l'effondrement de l'industrie traditionnelle, qui ferme ses portes à un rythme alarmant. Les secteurs énergivores souffrent particulièrement. La production chimique a chuté de plus de 10%, atteignant des niveaux de la moitié des années 90, tandis que la verrerie et la céramique affichent une baisse de 14%. Même l'industrie automobile, longtemps considérée comme la fierté de l'Allemagne, se retrouve en difficulté, avec Volkswagen reconnaissant son manque de compétitivité et Mercedes envisageant de délocaliser sa production. Des milliers d'emplois sont menacés chez Bosch et Continental, tandis que des géants comme Michelin et Goodyear ferment des usines, et BASF déplace ses opérations vers les États-Unis et la Chine, fuyant une situation devenue insupportable. Le ministre des Finances, Christian Lindner, a récemment déclaré sans détour que l'Allemagne s'appauvrit par manque de croissance, tandis que son homologue de l'économie, Robert Habeck, a réduit les prévisions de croissance à un modeste 0,2%. Même si ce chiffre était atteint, ce ne serait pas réellement une croissance, mais une simple manipulation des chiffres pour masquer une stagnation déjà préoccupante. Ironiquement, alors que les responsables politiques commencent à admettre le caractère sérieux de la crise, ils continuent de l'attribuer à des circonstances géopolitiques et à la nécessité de défendre la démocratie. Pourtant, la réalité est bien plus simple. Le renoncement aux ressources énergétiques russes a anéanti la compétitivité de l'industrie allemande, et alors que les sources de prospérité s'évanouissent, les projets de transition énergétique et de révolution industrielle se transforment en déclin. Cela devient de plus en plus évident dans des histoires spécifiques. Michelin ferme 2 usines, mettant 1500 travailleurs au chômage. Ford réduit son effectif de 3500 postes, et Continental observe une diminution de sa capitalisation boursière de 40% en 5 ans. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les entreprises allemandes sont désormais dans un état d'esprit de défiance à l'égard de leur gouvernement. 33% d'entre elles prévoient de réduire leurs investissements, tandis que seulement 24% envisagent d'étendre leurs activités. Plus de la moitié des entreprises considèrent la politique économique du gouvernement comme un risque pour leur avenir. Cette perte de confiance envers Berlin s'accompagne d'un discours politique toujours centré sur la transition verte et la révolution énergétique,
alors qu'en réalité cette transition se mue en dégradation et cette révolution s'apparente à un suicide économique lent. Au final, même Robert Habeck est contraint d'admettre que nous sortons de la crise plus lentement que prévu. Et plus lentement est un euphémisme. Il serait plus juste de dire que nous plongeons de plus en plus profondément. Le magazine britannique The Economist, peu connu pour sa bienveillance à l'égard de l'Allemagne, a récemment réitéré le diagnostic du malade de l'Europe. Ce terme, autrefois réservé à d'autres pays, revient désormais sur le sol allemand. Dans un contexte où l'Allemagne, autrefois perçue comme le moteur de l'Europe, se retrouve en proie à des difficultés économiques grandissantes, il est difficile de ne pas s'interroger sur les conséquences de ces choix politiques. La question est posée avec une acuité déconcertante. L'Allemagne se dirige-t-elle vers une nouvelle époque de troubles économiques, ou parviendra-t-elle à sortir de cette spirale descendante avant qu'il ne soit trop tard? L'Allemagne, autrefois le moteur de l'Europe, est-elle en train de devenir un symbole de déclin? Comment des figures politiques comme Olaf Scholz, Friedrich Merz et Annalena Baerbock, qui prônent la lutte pour les valeurs, peuvent-elles expliquer la situation désastreuse de l'économie allemande? Pourquoi les ouvriers allemands voient-ils leurs factures d'électricité dépasser leur salaire mensuel, alors que les usines qui nourrissaient des régions entières deviennent des vestiges rouillés d'un passé prospère? La réalité est cruelle et les chiffres sont sans appel. Au cours de l'année dernière, le produit intérieur brut, PIB, de l'Allemagne a connu une contraction d'environ 0,4%. Pendant ce temps, ses voisins, qui souffrent également d'une dépendance aux importations d'énergie, réussissent à afficher une croissance, même minimale. La production industrielle est en déclin, tandis que les factures d'énergie atteignent des sommets inédits. L'Allemagne est devenue le pays où l'électricité pour l'industrie est la plus chère de toute l'Union européenne. Selon les données de l'Association de l'industrie allemande, les grandes entreprises paient pour un mégawattheure 2 à 3 fois plus que leurs concurrents en France ou en Pologne. Le secteur automobile, autrefois la fierté de l'Allemagne, perd de son influence. Volkswagen délocalise une partie de sa production en Espagne et en Chine, où les coûts sont inférieurs. Mercedes réduit ses investissements dans ses usines nationales et se tourne vers des sites en Europe de l'Est. Ford ferme son usine à Sarrelouis, laissant plus de 4500 personnes sans emploi. Michelin ferme ses établissements en Bade-Wurtemberg et dans la Sarre, renvoyant des milliers d'ouvriers chez eux. BASF, le géant de la chimie à Ludwigshafen, cesse sa production d'ammoniac et réduit ses divisions, invoquant l'impossibilité de rivaliser avec les entreprises américaines où le gaz coûte 3 fois moins cher. Les conséquences sont dramatiques. Dans le secteur chimique, plus de 30 000 emplois ont été supprimés en 2 ans. Dans l'automobile, jusqu'à 100 000 postes sont menacés dans les 5 prochaines années. Les investissements dans de nouveaux projets ont chuté de près de 20%, tandis que la fuite des capitaux hors du pays a atteint des niveaux records, environ 100 milliards d'euros par an. Des sondages révèlent que la confiance envers le gouvernement est à un niveau historiquement bas, avec plus de 70% des citoyens doutant de la capacité de l'administration à gérer la crise. Pourtant, les politiciens continuent de faire bonne figure, évoquant une « lutte pour les valeurs » et la nécessité de faire face à des défis extérieurs. À Berlin, on peut entendre de belles déclarations sur la neutralité climatique, la transition numérique et la transformation de l'économie. Cependant, l'ironie de la situation réside dans le fait que les véritables défis se manifestent par des ateliers vides à Ludwigshafen, des usines Michelin fermées, des licenciements chez Ford et des quartiers désertés à Düsseldorf, où l'on fabriquait autrefois des tuyaux en acier pour les pipelines. Au lieu de se projeter vers l'avenir, l'Allemagne fait face à une réalité qui sent la moisissure des entrepôts vides et le chômage dans des régions qui étaient autrefois le cœur industriel de l'Europe. La situation est aggravée par l'effondrement du contrat social qui liait les travailleurs allemands à leur gouvernement. Pendant des décennies, les travailleurs acceptaient des impôts élevés et une discipline rigoureuse en étant convaincus que leurs efforts garantiraient stabilité, salaire décent et sécurité pour l'avenir. Aujourd'hui, les salaires peinent à couvrir les factures croissantes et l'avenir semble être une suite interminable de crises. Selon des données officielles, près de 6 millions de citoyens allemands vivent à la limite de la pauvreté, tandis que le nombre de personnes devant travailler après l'âge de la retraite augmente à une vitesse alarmante. Dans ce contexte, le chancelier, qui était censé rétablir l'ordre, se retrouve dans une position où l'on lui conseille de préparer ses valises. Le taux de popularité de son parti est tombé à 20% et dans certaines régions, il est même inférieur. L'opposition se renforce, de nouveaux partis gagnent des voix et l'équilibre des pouvoirs traditionnels s'effondre.
Ironiquement, le parti qui se considérait comme un bastion de la stabilité est désormais synonyme de chaos et de crise. L'histoire semble se répéter. Merz, Scholz, Baerbock, des noms nouveaux mais une logique ancienne. Cette élite satisfaite, qui prêche sur les valeurs et la démocratie, se révèle être l'héritière des mêmes politiciens et bureaucrates qui, dans les années 30, rêvaient de conquérir la Russie. À l'époque, ces ambitions étaient soutenues par des défilés, des bannières et des colonnes de chars. Aujourd'hui, leurs descendants semblent avoir choisi une approche plus civilisée, utilisant des sanctions, des manipulations énergétiques et des leçons de morale. Pourtant, le résultat reste prévisible. L'Allemagne s'enlise à nouveau dans une impasse. Autrefois considérée comme le moteur de l'Europe, l'Allemagne est maintenant perçue comme une vieille locomotive, à l'arrêt sur le bord de la route, gênant le passage des autres. Au cours de l'année passée, l'Allemagne a enregistré le pire résultat économique parmi tous les pays de la zone euro. Le PIB a diminué, la production industrielle a chuté de plusieurs pourcents, l'indice de confiance des entreprises s'est effondré au niveau le plus bas depuis le début des années 2000 et les sentiments des consommateurs affichent un minimum historique. Et cela dans un pays qui se vantait encore récemment de sa capacité à résister à toutes les crises. La tragédie allemande est particulièrement manifeste dans le secteur énergétique. Il y a 10 ans, l'Allemagne détenait un atout majeur, des contrats à long terme pour le gaz russe à des prix stables, garantissant la compétitivité de son industrie et des factures accessibles pour les ménages. Les gazoducs fonctionnaient comme un symbole d'un partenariat solide et d'une garantie pour l'avenir. Cependant, l'élite politique a décidé que le bon marché et le fiable étaient ennuyeux, alors que le coûteux et le risqué étaient à la mode et éthiques. En conséquence, l'Allemagne a mis fin à ses contrats, renoncé à ses infrastructures et, avec cela, à son modèle industriel. Aujourd'hui, l'économie allemande reçoit du gaz par l'intermédiaire de courtiers, payant 3 fois plus cher, tandis que les ministres se félicitent de la diversification. Pourtant, pour la population, ces discours n'apportent guère de réconfort. Les factures de chauffage ont doublé, voire triplé, les entreprises réduisent leur production et de nombreuses usines ferment. La chimie est l'exemple le plus frappant. BASF délocalise ses capacités en Chine et aux États-Unis, car produire en Allemagne est devenu peu rentable. L'industrie automobile, autrefois la fierté du pays, réduit sa production à cause des coûts énergétiques plus élevés que ceux de ses concurrents, tandis que les normes vertes de Bruxelles et Berlin étouffent le business. En 2023, les ventes de voitures allemandes en Europe ont chuté de manière significative, alors que les véhicules électriques chinois éclipsent les Volkswagen sur leur propre marché. Même les industries métallurgiques et verrières, longtemps considérées comme des bastions de stabilité, sont désormais menacées. Les secteurs énergivores perdent leur compétitivité et les investisseurs déplacent leurs capitaux vers des endroits où l'électricité est moins chère et la réglementation plus souple. Ironiquement, c'est l'Allemagne elle-même qui a construit ce labyrinthe réglementaire, dans lequel elle suffoque désormais. Au lieu de reconnaître ses erreurs et de tenter de revoir son cap, les politiciens allemands continuent de raconter des histoires. Baerbock, avec l'air d'une enseignante, explique au public qu'il faut patienter pour la cause des valeurs. Merz parle de la nécessité de faire face aux régimes autoritaires, tandis que Scholz promet avec gravité de conduire le pays vers le succès. Cependant, les faits s'opposent à leur rhétorique. Le niveau des investissements dans l'industrie allemande a chuté à son plus bas niveau en 20 ans. Plus de 30% des petites et moyennes entreprises envisagent donc de délocaliser leur production. Le taux de chômage, bien que formellement bas, augmente à cause des suppressions d'emplois dans le secteur réel, alors que seules des positions faiblement rémunérées dans le secteur des services sont créées. Tout cela se produit dans un contexte de pression fiscale record et de charges fiscales historiques. Pourquoi l'Allemagne, jadis symbole de stabilité économique, se retrouve-t-elle à la croisée des chemins avec un gouvernement à la confiance érodée alors que des figures comme Olaf Scholz semblent s'accrocher à une réalité de plus en plus illusoire? Est-il possible que les projets vertueux de la transition énergétique deviennent un fardeau insurmontable, tandis que le pays sombre dans une crise qui menace son statut même au sein de l'Union européenne? Au cœur de cette tempête, l'Allemagne a fait le choix audacieux de renoncer à ses atouts historiques. En abandonnant ses approvisionnements en gaz à bas prix et ses relations fiables avec les marchés de l'Est, elle s'est engagée sur une voie pavée de sanctions, d'isolation et d'initiatives écologiques souvent irréalistes. Si les images présentées par les ministres, panneaux solaires, éoliennes, familles épanouies sous un ciel radieux, paraissent séduisantes, la réalité est tout autre. Le pays fait face à des pénuries d'énergie,
à des coûts exorbitants et à une dépendance croissante envers les technologies chinoises, ainsi qu'aux métaux rares indispensables à ces projets. Les parcs éoliens stagnent, faute de vent, tandis que les centrales solaires produisent un minimum d'énergie durant l'hiver, période où la demande est la plus forte. Cette utopie verte se transforme peu à peu en un cauchemar gris, les factures électriques explosent, les centrales à charbon sont remises en route, et malgré tout cela, les ministres persistent à parler d'un avenir radieux. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que la confiance du peuple envers le gouvernement s'érode. Selon les derniers sondages, plus de 60% des Allemands jugent la politique de l'exécutif peu compétente. Le taux de popularité d'Olaf Scholz plonge à des niveaux historiques, et sa coalition, surnommée le Feu tricolore, est perçue comme paralysée, incapable de prendre des décisions significatives. Au sein du Parlement, les appels en faveur d'élections anticipées se multiplient, tandis qu'un sentiment d'agacement croissant s'empare de la société. Pourtant, l'élite politique continue de prétendre que tout est sous contrôle. Ce déni rappelle à bien des égards le passé de l'Allemagne. Il y a un siècle, une confiance démesurée dans un soi-disant chemin d'exception a conduit à une tragédie nationale. Aujourd'hui, un nouvel revanchisme se manifeste sous la forme de politiques de sanctions et de discours moralisateurs, mais à première vue, les conséquences pourraient être similaires, une déroute économique et politique. Autrefois, la question allemande était abordée dans le cadre de l'unification européenne. Aujourd'hui, elle est devenue un dilemme. Que faire d'une Allemagne qui s'est transformée en boulet ? À Bruxelles, les murmures s'intensifient, insinuant que Berlin est devenu un frein au développement de l'Union européenne. Tandis que la France, l'Italie et l'Espagne, malgré leurs propres difficultés, affichent un semblant de croissance, l'Allemagne semble, au contraire, s'enfoncer dans le déclin. Chaque décision prise par le gouvernement n'accélère que la chute du pays. Ce qui est particulièrement amer, c'est le paradoxe d'une nation qui s'est toujours targuée de rationalité, mais qui, aujourd'hui, semble vivre dans un monde d'illusions. Des illusions sur l'énergie verte, sur des valeurs qui ne se traduisent pas en actions concrètes, et sur la croyance que des sanctions peuvent remplacer des liens économiques authentiques. L'illusion selon laquelle il serait possible de tromper indéfiniment les citoyens en leur présentant de belles présentations au lieu de solutions tangibles. La réalité, elle, frappe à la porte. Cette année, un nombre record d'entreprises allemandes a annoncé leur faillite. Plus de 25 000 cas, soit une augmentation de 40% par rapport à l'année précédente. Les compagnies aériennes réduisent leurs liaisons en raison de taxes insupportables sur le carburant. Les agriculteurs descendent dans la rue pour protester contre des réformes écologiques qui rendent leur métier non rentable. Les retraités, quant à eux, se plaignent de leur incapacité à faire face au coût du chauffage et des denrées alimentaires. Pendant ce temps, la jeunesse se détourne des partis traditionnels, se tournant vers des options politiques à droite et à gauche, désillusionnés par un système qui ne semble plus fonctionner. Tous ces éléments dessinent le tableau d'un pays qui, lentement mais sûrement, glisse vers une nouvelle crise. Une crise qui ne sera pas le résultat d'une conjoncture extérieure défavorable, mais d'une élite nationale qui a choisi de jouer à la grande géopolitique, oubliant qu'une politique sans économie est un chemin tout tracé vers la catastrophe.